de Agronomie Terroir. C'est un bureau d'études indépendant que j'ai créé en 2012, donc qui est situé à côté de Lourdes. Alors l'agroécologie, même si je suis à côté de Lourdes, je ne fais pas de miracle. En fait, j'avais créé Agronomie Terroir en 2012 parce que pour donner la priorité à la fertilité sol-plante. Donc on accompagne les agriculteurs et les vignerons dans les changements des pratiques et dans l'adaptation des pratiques par rapport à l'évolution climatique, mais aussi pour améliorer la fertilité des sols, la santé des plantes, la qualité du produit et surtout, et aussi la rentabilité sans l'oublier. Voilà. Donc on m'a demandé de faire une intervention sur les couverts végétaux et puis j'ai voulu ouvrir aussi sur la nutrition du sol, notamment l'aspect organique. Donc nous allons voir le génie organique et le génie végétal au service de la fertilité sol-plante. Et je remercie Sébastien Danjou parce que j'aime bien localement travailler toujours en binôme sur une expérience locale. Moi, je fais une synthèse de ce qu'on évalue, de ce que nous observons. Et à côté de ça, j'aime bien une expérience locale. Donc merci Sébastien d'être venu. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc, comme Pablo nous a présenté, je suis vigneron avec mon frère on travaille une vingtaine d'hectares de vignes sur un domaine familial qu'on a hérité du grand-père. Il y a eu un saut de génération. Et donc voilà, on a mis en place depuis, on va dire, une dizaine d'années on a changé un peu le logiciel, on a changé notre façon de faire en poussant un peu plus justement sur les engrais verts. Alors Emmanuel m'a demandé de venir en parler. Ça va être juste un témoignage de notre expérience, hein, vraiment. Voilà, donc j'en parlerai dans 5 minutes. Merci. Alors juste pour présenter Agronomie Terroir, en fait, cette passion sur le sol, elle est arrivée en 2000. En 2000, je fais un stage de fin d'études sur l'aspect indicateur biologique et organique des sols. Donc je travaille en réseau avec différentes personnes, bien entendu. Et ce qu'on va présenter dans les résultats organiques et des végétaux, c'est grâce à Jean Hinault. Il est à la retraite aujourd'hui. C'est un pédologue chimiste. Il a travaillé plus de 40 ans sur l'aspect structure du sol, nutrition végétale, vie biologique et organique. Et aujourd'hui, ça m'a permis énormément de prendre du recul parce qu'il y a beaucoup de discours là-dessus. Et il m'a permis de prendre du recul dans l'accompagnement que l'on peut faire chez les agriculteurs. Et en viticulture, j'ai la chance de travailler avec Philippe Gare et Hervé Sanguina. Alors sur le terrain, on observe avec les agriculteurs une réelle des aléas climatiques de plus en plus forts. Henri ce matin, Henri Gott nous l'a bien dit, qu'il y aura de plus en plus des moments très pluvieux et des moments très secs. On le voit déjà aujourd'hui et ça va s'accentuer dans le futur. Et en plus de ça, il y a une réelle... Donc ces fluctuations, on a des fluctuations au niveau des rendements. Et en plus de ça, on a une fluctuation au niveau économique. Tout ça combiné va donner vraiment des résultats économiques au sein des entreprises agricoles qui va vraiment être compliqué à vivre. Il peut avoir, en fin de compte, entre 2 années, moins 30% de rendement, moins 50% de rendement. Imaginez que votre salaire en fin de mois dépend de votre climat. Et que vous pouvez perdre votre salaire en fin de mois et en fin d'année, vous pouvez perdre 30% de votre salaire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler d'agroécologie, mais on ne va pas faire de miracle. Et quand ce matin, il y a des gens qui se posaient des questions sur l'irrigation, c'est vrai que irriguer, ça va permettre quand même de sécuriser beaucoup de choses et dans la régularité. Donc il y aura des situations où on n'aura pas besoin d'irriguer, certaines cultures dans certaines situations, mais d'autres fois, ça sera vraiment nécessaire. Donc nous, la recherche, c'est quelle résilience on peut avoir sur les systèmes agronomiques. Donc on va travailler sur ça. Une chance, c'est qu'on voit que l'impact des pratiques culturales va avoir des résultats différents. Je prends un exemple. On est dans le Béarn, en juin 2013, je me promène dans des parcelles avec un agriculteur. Et là, il me dit, tu vois, ce maïs, il n'a pas pu prendre l'azote. Vous regardez à côté, le sol est complètement battant, complètement fermé. Le sol compact n'a pas pu absorber l'eau pendant l'hiver parce que c'était un hiver très pluvieux et après on est arrivé sur quelque chose de très sec. Le même agriculteur, le même climat, avec un type de sol similaire. Nous avons
un maïs beaucoup plus joli. L'entrepreneur a dit que c'était un des plus beaux maïs du secteur. Le sol, par contre différent, vous voyez, beaucoup plus grumuleuse. Donc dès qu'on a une structure grumuleuse, les racines vont pouvoir pénétrer, l'eau va pouvoir pénétrer, et on va avoir une assimilation hydrique nutritive des plantes bien meilleure. La différence entre les deux, c'est que d'un côté, on était en monoculture de maïs, en labour, sans couvert végétal. Le sol était devenu complètement battant. La plante n'a pas pu correctement se nourrir. La même année, le même agriculteur, avec les mêmes conditions, avait, dans cette parcelle-là, ça faisait 2 ans qu'il faisait du non-labour avec du couvert végétal. Ça veut dire qu'à un moment donné, le sol réagit différemment et la culture a pu réagir différemment. Aujourd'hui, on a en plus sur ces parcelles-là de la rotation. Bien entendu, les résultats vont dépendre aussi de la génétique du sol. Est-ce qu'on a un sol profond? Et dans ces cas-là, les aléas climatiques, on va avoir une fluctuation des rendements bien inférieure sur ce type de sol qui sera beaucoup plus riche que par rapport à un sol qui fait seulement 30 cm de sol brun, avec beaucoup plus clair, donc ça veut dire qu'il a un taux de matière organique moindre. On est à 1,5% de taux de matière organique à votre droite et on est au moins à 2,5-3% à votre gauche. Et en plus, on a un sol au niveau pédologique lessivé. Donc c'est vrai que là-dessus, il sera important de faire des pratiques pour pouvoir avoir une meilleure régularité des rendements. Mais par contre, quoi qu'il en soit, sur ce sol-là, on aura des meilleurs résultats. En fait, cette fertilité sol-plante, si on veut la synthétiser, elle va dépendre bien entendu de la génétique du sol, de la nature, la profondeur de ce sol. Parce que dès qu'on a des cailloux, quand on a beaucoup de cailloux, en fait, c'est bien parce que ça va permettre au sol de respirer, donc à la plante d'arriver avec ses racines. Par contre, plus on a des cailloux, plus la réserve hydrique sera moindre. Et si on a moins de réserve hydrique, à un moment donné, on aura des problèmes pour l'alimentation hydrique et aussi nutritive de la plante. Donc c'est vrai que sur des sols, on aura un impact sur l'aspect fertilité. Et l'aspect climatique, où là, ça va dépendre de chaque région. Et au niveau des pratiques, en fait, on va chercher à voir, bien entendu, à adapter le matériel végétal. Mais au niveau du sol, ce qui va être important, c'est d'adapter le végétal, de le protéger et de couvrir ce sol, de le nourrir et respecter sa structure. Je voulais partager 2 observations. C'est d'une part le génie végétal, parce que par rapport aux couverts végétaux, sur le terrain, je vois, en accompagnant plusieurs agriculteurs et vignerons, qu'il y a une réelle différence de comportement des sols pour un même climat entre des personnes qui font des couverts végétaux et ceux qui laissent les sols nus pendant l'hiver. Ensuite, je voulais vous partager aussi des observations qu'on a pu faire entre des parcelles qui reçoivent régulièrement du fumier ou du lisier, de l'organique, et ceux qui ne font que des apports chimiques. Et ça va permettre aussi, à un moment donné, que lorsqu'on fait de l'agroécologie, il y a une différence entre ceux qui peuvent avoir du fumier et ce pays organique et les autres. Mais dans la construction d'une agroécologie, dans la construction de limiter la fluctuation des rendements, la puissance de l'organique est vraiment forte. Donc, je vais laisser Sébastien présenter les couverts végétaux. On est parti avec mon frère, je dirais nous, parce que j'ai l'habitude de travailler tout le temps avec mon frère. Donc ne soyez pas choqués. Hein. Euh, on est parti d'un constat en fait qui était un constat simple. On avait des matières organiques très faibles dans les sols. On est sur Espira de l'Agly, vallée de l'Agly, tout en bas de la vallée de l'Agly. Et c'était des taux de matière organique dans les analyses qu'on avait fait. C'était les années 2010-2011 qui étaient... bon, on n'en était pas fiers, quoi, vraiment. Alors on s'est posé beaucoup de questions. C'était des sols qui étaient fatigués, quoi, hein, fatigués, même à la limite des sols épuisés. Euh, C'était des sols qui répondaient tout juste aux objectifs viticoles qu'on avait, quoi, de faire pousser de la vigne, tout simplement. Pourtant, la vigne, vous savez qu'elle n'a pas trop besoin de sols super riches, mais là, on était à des choses vraiment très, très limites.
Et du coup, on n'avait aucune porosité dans les sols. On parlait justement de ces pluies torrentielles qui peuvent tomber comme ça en 2 heures. On peut avoir des litres et des litres d'eau. Et du coup, ben, on avait ces fissures dans le sol, la terre arable, la bonne terre qui se barrait, hein, qui était vraiment tout en bas des pentes. Et voilà, donc labour, bon, mon grand-père labourait énormément, donc c'est pareil, il a aussi usé tout ça. Donc c'est une logique comme ça, on a dit qu'il fallait quand même changer un peu le fusil d'épaule, changer notre logiciel, changer notre façon de penser. Outre tout ça, au niveau des sols, ce qui est pire encore, c'est que ben, les rendements faibles font pas forcément des meilleurs vins, quoi. Et que qualitativement, on avait un problème en quantité, mais on avait un gros problème aussi en qualité, avec des azotes dans les mous, si vous voulez. C'est ce qui permet justement au mou de faire du vin, de faire une fermentation et puis d'arriver au bout avec des azotes assimilables qui étaient vraiment très faibles. Et donc, ben, tout le lot de problèmes qui arrivent avec des fermentations très longues. Et puis bon, je vous passe tous les problèmes d'acidité volatile qui montent en fin de fermentation, de problèmes de Brettanomyces, etc. Enfin, c'est des problèmes très techniques, mais tous ces problèmes-là de précision tout simplement dans les vins qu'on n'avait pas. Voilà, donc on a vraiment changé cette façon de penser, et puis on s'est dit, bon, ben, on avait lu justement aussi on parlait de Solner tout à l'heure, nous ça a été pour nous une révélation quand on a commencé à le lire. Et du coup on a vraiment commencé à travailler là-dessus sur ces engrais verts au départ, c'est comme ça qu'on les appelait. Aujourd'hui je ne les appelle pas vraiment engrais verts, quoi, mais on appelait ça des engrais verts. Donc on a commencé à planter, à semer. Ça a été beaucoup de bricolage au départ. Où, au départ, c'était un travail qu'on s'était bricolé avec des coutres de charrue classiques, côte de melon, et un vieux semoir nodé qu'on avait et qu'on avait bricolé comme ça. Donc c'était pas mal de boulot, pas très très pratique. Donc en fait, on faisait quand même pas mal de passages pour préparer le sol, semer, etc. Et puis après, petit à petit, 2015, on a acheté un semoir à disque et avec une trémie automatique un peu plus précise aussi dans les semis. Et puis on a commencé à travailler beaucoup plus précisément. Euh, Tout ça, ça va aussi avec notre lot de déconvenus. On pourra en parler après si vous avez des questions, parce que on a, par expérience, je dis pas, on en a vu des vertes et des pas mûres, quoi. Donc voilà, on a plein de cas à pas faire, ce qu'il faut pas faire, surtout pas, peut-être un peu, etc. Euh, on a racheté un semoir, encore un deuxième semoir, il y a quelques années, en 2018 ou 2019, avec un système un peu différent. C'est un système de coutre avec des dents en T. Voilà, pour des facilités sur certaines terres qui sont très dures en sortie d'été, et où les disques ne plantaient pas vraiment bien. Voilà. Au niveau des mélanges, je vais juste parler au niveau des mélanges. Euh, on a, euh, on a aussi expérimenté petit à petit toutes sortes de mélanges. Au départ, c'était des engrais verts, et au départ, c'était vraiment beaucoup de légumineuses, hein. Pratiquement que de la légumineuse avec un peu d'avoine. Et petit à petit, on a compris qu'il fallait aussi multiplier tout ça. Donc là, on est vraiment avec des mélanges variés, tout simplement parce que euh, bon, le, on essaie de se mettre toutes les chances de notre côté. On n'est pas des céréaliers, donc on n'est pas à être précis sur les doses de semis. On n'a pas comme objectif de récolter ce qu'on va semer.
c'est tout pour la terre, c'est pas pour, c'est pas pour notre consommation. Et donc du coup, on se met toutes les chances de notre côté, avec plusieurs justement, une diversité de semences différentes. Ben, on s'en rend compte que selon les conditions météo, il y a une semence toujours qui prend un peu le dessus sur les autres. Et donc on sait qu'on a quand même un sol qui est pas mal couvert, même si ben, c'est peut-être pas des fois la variété ou la semence qu'on aurait aimé, hein. Donc c'est des mélanges, hein, mélange de gesses, pois, radis, féverolles, moutarde, triticale, seigle, avoine et d'autres essais qu'on a fait, qu'on a, qu'on a arrêté, d'autres qu'on est en train de faire aussi. Voilà. À juste pour préciser aussi, il y a un GI2E qui a été créé par Nicolas Dubreuil du Civan Bio et qui s'occupe vraiment activement et avec un travail très qualitatif de tout ça. Donc en fait, ça simplifie aussi les choses. Nous, on l'a fait beaucoup de notre côté, dans un coin, mais le fait de se grouper et de pouvoir justement confronter des expériences, confronter les variétés qu'on se met avec d'autres personnes qui se met aussi, ça fait gagner du temps, quoi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'on sème qu'une fois par an. Nous, c'est au mois d'août, après vendange, fin septembre, août-septembre. Et on a droit finalement qu'à une seule chance sur un type de sol. Et du coup, quand on se rate, c'est loupé, c'est loupé pour l'année, quoi. Donc le fait de justement de mutualiser ces expériences-là nous a permis vraiment d'aller encore plus vite, pas qu'à nous, mais à tous ceux qui ont fait partie de ce groupe-là. Et en même temps, le Civan Bio maintenant fait aussi, c'est pas pour leur faire de la pub du tout, mais il faut quand même rendre à César ce qui appartient au Civan Bio. C'est vraiment, ils mutualisent aussi des commandes, hein. Donc il y a des commandes groupées de semences où nous on se servait chez Semencier, hein, mais ça permet aussi de mutualiser, ça fait un boulot en moins pour nous, de commandes, de transport, de tout ça. On peut se focaliser davantage encore sur notre boulot de travail à la vigne. Et donc du coup, c'est quand même très pratique. Et en plus de ça, il y a aussi des études qui sont menées par tout ça, avec les stress hydriques, des sondes, etc. Et c'est piloté. Donc pour ceux qui veulent justement essayer de commencer à faire ces semis, et je les encourage vraiment, parce que nous, ça nous a quand même changé la vie. Euh, Vraiment, vous pouvez vous rapprocher de ce Civan Bio parce qu'il y a par exemple, quand il y a un décrochage au niveau hydrique, on est de suite averti qu'il y a un décrochage. Après, chacun prend des risques. On est joueur ou on ne l'est pas, et puis on peut attendre qu'il pleuve. Mais voilà, c'est quand même super pratique. C'est un vrai outil pour nous vignerons. Après, bon, au niveau de la destruction, parce qu'on ne laisse pas les couverts à l'année, toute l'année. Euh, on, on a, on a beaucoup, à partir du mois d'avril, quoi, on va dire, mars, avril, fin avril pour les joueurs. On détruit ces couverts, on les restitue au sol. Il y a plusieurs méthodes pour les restituer, hein. Il y a un déchômeur. Alors après, ça va vraiment dépendre des années, hein. Si on a une année, par exemple, un printemps pluvieux, on va pouvoir justement essayer de, plutôt au lieu de tout détruire avec un déchômeur à disque, les rouler avec un outil type Rollofaca, un rouleau, quoi. On va pouvoir gyrobroyer, tondre. On va pouvoir les garder un peu plus longtemps aussi si on veut les garder un peu plus longtemps. Ça dépend vraiment des années. Et tout notre métier, il est de nous adapter chaque année aux conditions qu'on a. On a tout dehors et on vit à l'extérieur. Donc ça, c'est chaque année qui dépend de cette destruction-là. Euh, les pièges à éviter. Ouais, les pièges à éviter, déjà, c'est que quand on veut commencer à semer, il faut calculer quand même, malgré tout, l'outil qui va pouvoir justement les détruire, ces semis. Parce qu'on peut se trouver très vite pris par justement le travail et ne pas pouvoir détruire ces semis, ou en tout cas les contrôler. Ça peut poser des problèmes. Je peux prendre un exemple par exemple, la vesse.
on en avait semé, et c'est quelque chose qui monte un peu partout. Et puis quand on a voulu s'en débarrasser, elle était très belle, très, très haute les premières années, mais on a vite abandonné cette variété-là parce que on ne pouvait plus s'en sortir, quoi. Ça faisait trop, on ne savait plus comment s'en dépatouiller. Donc du coup, voilà, il y a un calcul à faire quand même avant de vouloir commencer à semer, de déjà savoir avoir un peu de matériel pour pouvoir détruire ces semis, être efficace aussi à ce niveau-là. Euh, je disais tout à l'heure de multiplier les espèces. C'est super important parce que multiplier les espèces, ça veut dire se donner aussi toutes les chances, et encore une fois, mettre toutes les chances de son côté pour essayer d'avoir un couvert végétal fourni, quoi. Et sans avoir peur de surdoser et de rajouter encore un peu de graines. Encore une fois, c'est des semences fermières. On se fournit c'est pas des semences certifiées, donc elles coûtent beaucoup moins cher. Et ça nous permet justement de ne pas être à 10, 15, 20% de plus. Voilà. De toute façon, elles sont dans le sol et ça ne fera que mettre des chances en plus de notre côté. Et la troisième, justement, c'est le pilotage qu'il y a avec le Civambio, j'en ai parlé. On pourra en rediscuter, mais il y a des sondes qui sont posées aux quatre coins du département, des sondes hygrométriques dans les vignes, dans les parcelles, en plus de tests, d'autres tests sur champ. Et dès qu'il y a un petit décrochage à plusieurs profondeurs, on est quand même averti. Ça permet justement à chaque vigneron, chaque exploitant de parcelle de prendre sa décision en son âme et conscience. Voilà. En sachant que quand il y a un décrochage, ça veut dire que la terre ne répond. La terre c'est séché, quoi, clairement. Hein. Voilà. Dernière chose, tout ça, nous, ça ne nous a pas empêché d'arrêter ces couverts végétaux, ces engrais verts. Ça ne nous a pas empêché d'arrêter les amendements, c'est-à-dire des apports de compost, de fumier. Voilà, pour moi, c'est un plus, ces engrais verts. Au départ, on l'a pris comme quelque chose en plus. Évidemment que ça a apporté énormément au niveau de la porosité des sols. C'est hallucinant, hein, je vous le dis franchement, quand il pleut, les épisodes, par exemple, d'été, là maintenant qu'on va se prendre, quand il va pleuvoir 45 mm en 3 heures, et encore là ça va, mais on n'a plus ces problèmes, on n'a plus aucun problème. La terre, ça fait une espèce de, moi j'aime le dire, torchis, quoi. C'est vraiment une torchis quand elle est, et donc c'est des éponges, quoi. Ça permet de vraiment à la terre, on a l'impression qu'elle se regonfle dès qu'il pleut, et donc ce problème de résilience qu'on n'avait pas, cet effet tampon qu'on n'avait pas, on a réussi, alors en partie évidemment, rien n'est parfait, mais on a réussi quand même à régler beaucoup de problèmes, voilà, grâce à ces engrais verts. C'est pas la solution, hein, encore une fois, hein, mais c'est cet ajout de petites solutions qui font après une grande différence à la fin. Donc voilà, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas arrêter les amendements non plus et de continuer justement à enrichir les sols par d'autres voies. Hein. Alors, les couverts végétaux. En fait, les couverts végétaux, une question peut se poser. Il y a ceux qui n'en font pas du tout, et puis ceux qui commencent à en faire, et qu'on leur dit qu'il faut faire avec beaucoup de biomasse. Donc il y a une question, c'est est-ce qu'il faut beaucoup de biomasse pour que les couverts végétaux soient utiles ? Et puis comme chacun de vous puissiez regarder, c'est pouvoir aussi juger un petit peu. L'objectif, c'est qu'à un moment donné, le sol soit couvert. Que ce soit en polyculture, élevage, que ce soit en vigne, que pendant 5 mois de l'année, d'automne, de novembre à mars, que les sols soient nus, aujourd'hui, c'est catastrophique. Pour les parcelles mécanisables, quand on a un sol nu, et comme ils l'ont présenté tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on a l'eau qui va moins s'infiltrer et qui va beaucoup plus s'éroder. Donc l'objectif, on est tous d'accord, c'est qu'on ait un sol couvert pendant 5 mois de l'année. Que ce soit en polyculture élevage ou comme au domaine chiroulette, en vigne. La plus grosse erreur qu'on pourrait faire, et ils l'ont dit tout à l'heure, c'est de juger un couvert ou même une situation par rapport à ce que l'on voit en surface. Dans les relations sol-plante, en fait, c'est comme un iceberg. Le plus important,
c'est ce qu'il y a en dessous. Donc là, c'est un couvert, vous voyez, il fait que 20 cm. C'est l'orge Faverolles, semé en novembre. Combien d'agriculteurs, j'avais dit, mais si c'est pour faire un couvert comme ça, franchement, ça ne sert à rien. Et moi, je bouillonnais. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée en polyculture élevage, la seule chose que je savais faire, c'était des profils de sol, en fait. Parce que l'aspect conduite culturelle, c'était pas mon dada, j'avais travaillé en vigne. Et ce couvert-là, en fait, qui fait que 20 cm, en profondeur, on a 70 cm de racines. Et pas qu'une racine, hein, c'est des denses. Hein. Et chaque racine va donner des exudats racinaires à toute la vie microbienne, et cette vie microbienne va pouvoir recycler les éléments et redonner à la plante. Et en plus, même que 20 cm de couvert, on va avoir un aspect grumuleux si ce couvert est dense en surface. Donc dès qu'on a quelque chose de grumuleux, ça veut dire que tous les éléments du sol vont pouvoir être disponibles via l'activité microbienne pour renourrir la plante. Là, retour dans le 66, parce qu'on avait fait une formation ensemble il y a quelques années. Donc là, on est au mascrémate. Vous voyez un couvert qui fait que 20-25 cm en surface, en profondeur, 60 cm de racines. Et parce que c'était dense au-dessus, on a des racines denses en profondeur. Quand je faisais des profils culturaux, en fin de compte, je faisais des profils dans des endroits où il n'y avait pas de couvert. Et souvent, là-bas, il y a des sols qui sont comme ça en dessous, ocre. Des limons argileux qui sont ocre. Et là, sous un couvert végétal, où l'agriculteur faisait un couvert végétal depuis 2-3 ans, qu'est-ce qu'on voit? On voit là une galerie de vers de terre qui transforme le milieu. Vous voyez que c'est un peu plus brun. Donc dès que c'est plus brun, votre sol est plus fertile. Là, on a un sol qui à 45 cm de profondeur, on arrive au sous-sol qui est un peu plus ocre. Regardez le couvert de triticale et de trèfle, à 50 cm, on a une coloration brune autour des racines. En fait, quand on dit que les racines transforment les conditions physico-chimiques autour pour pouvoir rendre le sol plus fertile et mobiliser les éléments, vous l'avez avec la couleur ici. Donc on a bien le génie végétal et microbien qui transforme le milieu et qui rend le sol plus fertile en profondeur. Nous n'avons pas besoin de couverts qui fassent 2 mètres ou 1,50 m pour cela. Dans nos observations, en fait, vous voyez là chez un agriculteur, avoine facilie, 35 cm de surface foliaire, en profondeur, 70 cm de racines. Et puis il y avait plus qu'une racine. Là, il avait de la Faverolles avec un peu de facilie. En surface, on avait 70 cm de foliaire, on avait 40 cm de racines. Donc, il ne faut pas se laisser bluffer parce que l'on voit en surface. Grosso modo, dans nos observations, on constate que dès qu'il y a des céréales, notamment l'avoine qui est quand même puissante, on a le double de racines en profondeur par rapport à ce qu'on voit en surface. Par contre, ce n'est pas toujours vrai. Et quand il y a des sols qui sont très pauvres, et c'est vrai que c'est sur une parcelle qu'on avait fait en 2018, mais j'imagine qu'aujourd'hui, un couvert en profondeur doit faire autre chose sur ce type de sol. Là, on avait un petit couvert, mais au niveau racinaire, on n'avait que 20 cm. Donc ça dépend aussi de l'état du sol. En agronomie, ce qui est important, c'est d'observer. Ce n'est pas parce qu'on entend quelque chose qu'il faut le répéter. C'est des observations et des observations. Je valide ou j'infirme et c'est autrement. Et c'est vrai que moi, quand je regarde ça et quand je vois un couvert qui ne descend pas comme avec des céréales qui n'est pas en profondeur, c'est un sol qui nécessite un accompagnement et voir pourquoi ça bloque. Vous voyez ? C'est pour ça que je vous invite à observer les sols. Et il y a une méthode, soit on fait des profils avec la pelle, ou soit il y a une autre méthode, c'est avec le télescopique. Que ce soit en vigne, que ce soit en polyculture élevage, un coup de télescopique, on rapproche les pales, c'est très intéressant et c'est très rapide. On peut faire plusieurs parcelles. Observer et ressentir, c'est la base du travail en agronomie. On est dans le Béarn, et puis c'était il y a quelques années déjà, il y avait une parcelle où l'agriculteur avait semé un couvert. Et puis c'était loupé sur une partie de la parcelle, et le sol était nu. J'ai dit parfait, on va aller regarder le sol. C'était un sol limoneux. Et je dis déjà, ce sol-là, il doit être dur. Et puis l'agriculteur, il dit, écoute, avec le peu de couvert qu'il y a, tu ne vas pas me dire que ça va faire une différence. On a pris les bêches,
et ils ont regardé. Ils ont été surpris de voir comment ça a été dur, là où le sol était nu, par rapport à l'endroit où le sol était avec de l'herbe, en sachant qu'on était au mois de début mars. Donc il y a encore dans ce sol-là de l'humidité. Donc on peut bien bêcher parce qu'on a encore de l'humidité dans ce sol où il y a du couvert. Et puis il y a un petit test de terrain où on prend une petite motte, on le met dans un petit tamis, on met de l'eau et on voit comment ça se désagrège. Donc on met une motte là où il y avait le couvert dans ce premier bocal et on met l'autre là où il y avait le sol nu dans ce bocal. Qu'est-ce que vous voyez comme différence? En fait, sur là où il y avait sans couvert, on a vraiment un sol qui se délite. Alors imaginez une pluie sur un sol nu, ce que ça fait. Imaginez la battance qu'on avait vue en début quand je vous ai présenté, ce maïs qui n'avait pas pu prendre l'azote, le sol qui était battant. En fait, ça, sur des sols limoneux, ça ferme le sol. Et ici, par contre, on garde le sol, il y a une cohésion. Et cette cohésion, elle est due aussi parce que les racines vont donner des exudats racinaires, c'est beaucoup de sucre, et toute l'activité microbienne va créer aussi des mucus microbiens qui vont créer une colle. Il y avait quelqu'un qui avait parlé de colle tout à l'heure. Et là, c'est pareil. Un petit couvert sert énormément pour limiter l'érosion des sols. C'est ce que je vous ai expliqué. Dès qu'on a une racine, on a un échange avec le monde microbien dans un sens et dans l'autre qui vont permettre d'enrichir en fin de compte ce sol. Entre un sol nu et un sol couvert, par rapport à une racine, on va avoir 20 fois plus de vie microbienne, jusqu'à 50 fois pour certaines bactéries, lorsqu'on a un sol avec une racine que sans racine. Il y a longtemps, j'avais rencontré Jean parce que je cherchais des analyses d'activité biologique pour pouvoir voir les choses. Je disais aux agriculteurs, tu comprends, quand tu vas mettre un couvert pendant l'hiver, cette vie microbienne va être nourrie, comme ça quand tu vas mettre ta culture, ça va pédaler. Mais c'était quelque chose que je pensais. Et là, Jean Hinault, il fait une analyse de la déshydrogénase. Il peut faire une analyse de la déshydrogénase, c'est une enzyme, et ça permet, c'est un indicateur d'activité biologique des sols. Et donc, il y a un agriculteur qui, pendant l'hiver, il avait sur un grand sol, une partie un sol nu, et l'autre partie un couvert de féverolles. Donc c'est la parcelle Bongio, et l'autre parcelle Lagarde, on avait la même chose. À 5-6 feuilles du maïs, une fois que le couvert a été détruit fin mars, ils sèment leur maïs au mois d'avril, et à 5-6 feuilles du maïs, on est début juin ou fin mai, je vais faire un prélèvement de sol et je mesure l'activité biologique. Et qu'est-ce qu'on observe? On a plus d'activité biologique là où il y a la féverolle que par rapport au sol nu. Donc c'est vrai qu'on a une mise en place, une nourriture de cette activité biologique grâce à un couvert végétal. Alors, bien entendu, selon les situations, on peut en avoir, il y a peu de différence. Les grosses questions se posent, c'est les couverts végétaux et l'azote. C'est des grosses questions, d'accord? Donc je dis à Jean, quelle analyse on pourrait faire des couverts végétaux pour qu'on puisse connaître ce que ça restitue en azote? Donc c'est une estimation, d'accord? Attention, c'est une estimation. Il me dit, mais écoute, on va mesurer l'azote et on va mesurer aussi la lignine, parce que dans un végétal, la lignine, c'est ce qui est dur. Et la lignine, elle va prendre de l'azote pour se décomposer. Il faut savoir que quand on met un couvert végétal, il ne va pas restituer tout l'azote, c'est pour se décomposer, il va prendre de l'azote. Donc en fait, on va avoir une féverolle semée à 130 kg/hectare, qui a été récoltée là, pour la mesure 3 avril, tout au début, elle faisait que 40 cm de hauteur. Et on va la comparer à d'autres féverolles qui seront plus grandes. Donc on voit que le tonne de matière sèche est que de 2,4, qu'on a un C sur N de 11, on a 6% de lignine, et au final, le couvert avait ça le couvert avait 43 unités d'azote dans le couvert, d'accord. Par contre, comme pour se dégrader, il va utiliser de l'azote, pour notre culture, il va rester 19 unités par tonne de matière sèche. Ça va? Si maintenant, on prend, en 2018, pareil, un couvert de féverolles, par contre, lui, il a été détruit très tard, le 20 avril. Il faisait 70 cm. Et on s'aperçoit qu'en fait, ce couvert ne restitue au total, on ne pourra compter que sur environ 4 unités
d'azote par tonne de matière sèche. On croyait qu'en fait, quand on avait beaucoup de féveroles, ça allait nous restituer plus d'azote. On a été nous-mêmes surpris par ces valeurs. C'est-à-dire que dès qu'on a un petit couvert, parce qu'il est très tendre, parce qu'il est très riche en azote, il va pouvoir libérer plus d'azote que d'autres couverts plus importants. Et là, c'est une féverole détruite le 21 mars, qui faisait 70 cm et qui nous donnait 15 unités d'azote par tonne de matière sèche. Si maintenant, je multiplie ces unités d'azote de tonnes par matière sèche par la quantité de matière sèche, c'est-à-dire que lui, c'est 19 fois 2,4, parce qu'il faisait que 40 cm, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 46 unités d'azote par hectare. Par contre, le couvert qui faisait 70 cm, au final, il avait moins d'azote parce qu'il était beaucoup plus âgé, il était beaucoup plus avancé, donc il y avait moins d'azote et plus de carbone, donc on n'avait que 13 unités au total de dispo. Et enfin, celui-là qui était détruit fin mars, quand même, il reste tendre, parce qu'on voit qu'il y a 33 unités d'azote par tonne de matière sèche. On a 15 unités. Alors ça, c'est dans le couvert. Hein. Ça, c'est disponible pour le sol. D'accord? Et on obtient 63. Donc en fait, on a été aussi surpris par ces résultats. Et c'est intéressant d'évaluer les choses. Donc je remercie Pablo, parce que j'avais demandé à Pablo en disant mais écoute, ça serait bien d'avoir quelques données ici pour voir un peu quelques pratiques. Et il y a Frédéric B qui avait fait un seigle avoine Westref l'année dernière. Donc c'était cette année, ça a repoussé. Donc c'est ici. Le prélèvement date du 9 mai. Il faisait 1,70 m de hauteur. Et vous voyez ici que ce couvert-là, en fait, qui est quand même très avancé, qui est déjà épié, plus un couvert est épié, moins il restitue d'azote. Et on voit qu'on a moins 10 unités d'azote par tonne de matière sèche. Donc je sais que c'est un peu technique, donc, mais c'est important d'évaluer un peu les choses. Après, un couvert d'avoine Facili, il peut être aussi restitué en négatif, moins 2, mais vous voyez que là, on a un triticale qui est très tendre, et même une céréale, on pensait qu'une céréale pouvait consommer de l'azote, mais une céréale petite peut aussi donner de l'azote. Donc en fait, tout ça, l'objectif c'est quoi? C'est de permettre aux gens de pouvoir détruire leur couvert quand ça leur plaît. Non pas par rapport à un objectif en disant il faut faire de la biomasse, mais la biomasse, elle va avoir aussi un impact au niveau de l'azote si on détruit son couvert et qu'on le mélange à son sol. Et qu'un petit couvert peut aussi apporter des choses intéressantes au niveau de l'azote. Donc, le couvert végétal, en fait, on a vu que ça améliorait la structure, ça nourrit la faune du sol et ça nourrit la vie microbienne du sol. Donc on a une meilleure alimentation sol-plante grâce à ce couvert végétal. Et ensuite, ce couvert végétal va améliorer la valorisation de l'eau. Car dès qu'on couvre le sol, en fin de compte, on aura moins d'érosion et l'eau va pouvoir avoir une infiltration au niveau de ce sol, au niveau des parcelles. Et on va avoir plus de captage et de stockage de cette eau. Ça, c'est les études de Nicolas Dubreuil du CIVAM. Donc, quel que soit le couvert, qu'il soit petit ou grand, on a déjà tous ces résultats-là. Et entre un sol nu et un sol couvert, on a tout ça pour ceux qui couvrent le sol. C'est pour ça qu'il est capital que, au moins pendant l'hiver, que les sols soient couverts. Donc, piège et vigilance, c'est les concours de biomasse. Je pense que les concours de biomasse au niveau des couverts hivernaux, c'est vraiment un gros piège. Parce qu'il y a une alerte, c'est la gestion hydrique et aussi l'organisation du travail. Les couverts végétaux, c'est quelque chose qui se rajoute à tout le reste. Comme a dit Sébastien, on continue la fertilisation, on continue tout le reste du travail. Donc à un moment donné, si on est une exploitation avec peu de moyens humains, ça veut dire que ça va impacter après pour la gestion de la culture, qu'on soit en grande culture, qu'on le soit en vigne. Et d'autre part, ce que nous on a observé, c'est sur la gestion hydrique. Combien d'agriculteurs les premières années ont voulu garder, même chez nous, en Berne et Bigorre, ou même au sud du Gers, ont voulu garder des couverts trop longtemps,
Et quand à un moment donné, il fallait travailler le sol pour pouvoir mettre en place la culture, c'était du béton, parce que le couvert avait pompé toute l'eau du sol. Et ce qui va être important, c'est d'adapter en fonction du contexte pédoclimatique. Et donc, pour s'amuser, on a relevé, on a pris une année au hasard, 2021, et on a regardé, on a comparé entre Auch et les Pyrénées-Orientales. Donc ça, c'est le bilan hydrique pour une année d'octobre à septembre. Là, on est à Auch. C'est la pluviométrie. Et en dessous, c'est l'évapotranspiration. Et là, c'est en rouge, c'est la pluie moins l'évapotranspiration. Parce qu'il est vrai que l'évapotranspiration, comme ils l'ont bien dit, dans les PO, il y en a plus qu'ailleurs parce qu'il fait plus chaud, parce qu'il y a du vent. Donc, ça joue énormément. Ce n'est pas que la quantité de pluie qui est importante pour les cultures et pour le sol, c'est l'ensemble. On s'aperçoit bien qu'à Auch, on a quand même plus de pluie le long de l'année et avec une évapotranspiration moindre. À Auch, sur l'année, en 2021, on a 834 mm de pluie. 2021, dans les Pyrénées-Orientales, c'était très faible, on était à 313 mm. Normalement, on est entre 400 et 500 mm. Voilà, on est plutôt autour de 500 mm. Mais à Auch, on est plutôt à 700, 800 mm. Donc, il y a une différence climatique. Donc, quand il y a des gens qui font des concours de biomasse, et on va voir à Bordeaux, qu'est-ce qu'on a ? Bordeaux, on a de la pluvio, et puis même en mai-juin, on est même positif quand on fait la pluvio, moins ETP. Donc quelqu'un qui va faire de la biomasse, il ne va pas pomper la même eau, parce que derrière, il y a de l'eau qui retombe. En moyenne, sur Bordeaux, on peut dire qu'on est à 1000-1050 mm par an. Donc on voit bien quand même qu'ici, dans les PO, il y a une grosse différence. Et que si on veut faire des concours de biomasse, les gens pourront le payer cher. Sauf des agriculteurs qui, ça fait longtemps qu'ils ont mis en place des couverts. Ça fait longtemps qu'ils ont nourri leur sol avec du fumier ou d'autres composts et qui ont aussi apporté du foliaire pour pouvoir accompagner leurs plantes. Donc c'est savoir d'où on part. Mais quoi qu'il en soit, le couvert végétal est indispensable sur les parcelles mécanisables pour pouvoir améliorer la fertilité sol-plante et absorber tout l'excès d'eau toute l'eau qu'on a l'hiver. Et c'est important de valoriser cette eau-là. Les coûts des semences. Alors, c'est juste pour donner une fourchette. On est entre 40 et 70 euros de l'hectare. Je pense que jusqu'à 70 euros de l'hectare, ça peut donner des choses intéressantes. Mais c'est vrai que dans des conditions climatiques compliquées, il faut surdensifier et diversifier les couverts. Donc là, on peut monter jusqu'à 80, 85, comme chez Sébastien. Bien sûr qu'il faut semer tôt. Et surtout, dans les conditions sèches, c'est important de rouler. Ici, dans les PO, il est capital de rouler, mais rouler avec des rouleaux pleins. En termes de destruction, il faut faire très attention à la réserve hydrique des sols. Il y a ceux qui vont irriguer, ceux qui ne vont pas irriguer, et aussi à l'aspect climato. Il faut bien penser à la sécuriser. Donc, on détruit en fonction de la stratégie. On peut détruire au cours de mars, parce qu'on sait qu'en mars, il y a de la pluie. Pour ceux qui veulent faire tenir un peu les couverts, c'est un certain risque. Et la stratégie, c'est de faire des biomasses. Mais comme je l'ai bien dit, et c'est pour que tout le monde puisse faire aujourd'hui un couvert végétal sur sa parcelle sans viser la lune, parce que c'est à la portée de tout le monde de faire un petit couvert. Si on dit aux gens, faites des couverts, et il faut qu'ils fassent 1 mètre, 1,50 m pour que ça serve, mais celui-là qui n'en fait pas, il va rester là et dire, oh punaise, ça va faire peur là. Alors que sinon, eh bien, zou, parce qu'on a vu qu'en fait, c'est hyper efficace. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, le couvert végétal est nécessaire et efficace. Donc tout le monde peut faire un pas dans l'agroécologie. Et ce qui va être important, c'est cet équilibre entre l'agronomie, l'économie et les moyens humains quand on met en place des choses au niveau de l'agroécologie. Le gyno-organique au service de la fertilité sol-plante. Il y a eu un discours qu'au niveau des couverts végétaux, ça pouvait suffire et on pouvait lancer l'autofertilité des sols et sans après en amenant beaucoup moins d'intrants et de fertilisation. Alors, il y en a certains qui l'ont fait et qui se sont vite arrêtés. Et ils ont repris la fertilisation derrière. Un couvert végétal est là pour améliorer la fertilité sol-plante, la pénétration de l'eau, la valorisation de l'eau, mais à un moment donné, on a encore besoin
d'accompagner la fertilité et la fertilisation aussi et la nutrition du sol et des plantes. Ce que j'ai observé, c'est que pour des pratiques similaires, vous prenez déjà des gens qui sont dans la démarche de l'agroécologie, qui font de la rotation, qui font des couverts végétaux, qui peuvent faire du non-labour. Par contre, en accompagnant ces agriculteurs-là, et puis j'ai aussi deux, trois groupes, je m'aperçois que ceux qui ont des résultats au-dessus, et surtout des résultats les plus réguliers, même dans les années climatiques compliquées, alors ils perdent aussi, mais qui ont des résultats plus réguliers, c'est ceux qui apportent de l'organique. Parce qu'à un moment donné, dès qu'on apporte de l'organique, vous voyez que non seulement on apporte azote, phosphore, potasse, du calcium, du magnésium, du soufre, des oligo-éléments et bien sûr la matière organique. La chose, c'est que ceux qui apportent du minéral ont voulu économiser sur le minéral et souvent ils apportent azote, phosphore, potasse, un peu de calcium, magnésium, mais en fin de compte, à un moment donné, ils n'apportent pas systématiquement tous les éléments. Donc c'est vrai qu'il y a cette action de l'organique. Et en plus, il y a une forte sous-estimation des apports. Quand on apporte de l'organique, quelqu'un apporte du fumier, qu'est-ce qu'on entend? Ah ben moi, j'apporte pas de la fumure de fond. La fumure de fond, c'est phosphore, potasse. D'accord? Et puis, il y a un agriculteur, là, il me dit, je fais du semi-direct. C'est mon semi-direct qui a augmenté le pH de mon sol. Nous allons voir ce qu'un fumier apporte avec uniquement 25 tonnes par hectare. On a 93 unités de phosphore, 135 unités de potasse et près de 200 unités de calcium, 60 de magnésium, des oligo-éléments. Ça, ce sont des oligo-éléments classiquement analysés dans les laboratoires. Et imaginez bien qu'il y a tous les autres. Il y a le bore, il y a du fer, il y a tout plein d'autres. Et on voit bien qu'en fin de compte, cet agriculteur, il a porté 200 unités par an de calcium, 60 de magnésium, et des fois, il a porté même 2 fois 25 tonnes par hectare. Et donc, les apports organiques, c'est important de les analyser parce que ça apporte beaucoup et on sous-estime souvent ce que ça peut apporter. Et ensuite, au niveau organique, c'est lors d'une formation avec une collègue qui s'appelle Carole Mérienne, spécialiste en fourrage. On a fait une formation en binôme. Et là, on a établi les besoins du sol, des plantes et des animaux. Alors les animaux, c'est vrai que je ne connaissais pas. Et à chaque fois, il y a une chose qui revenait, c'était les oligos en fait. Que ce soit au niveau des sols, des plantes et des animaux. Et dès qu'il y avait une carence, en fin de compte, il y avait des répercussions qui pouvaient être importantes, et notamment au niveau des animaux. Parce que là, et là, je me suis dit, mais l'organique, bien sûr, ça apporte de la matière organique, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, mais en fait, ça apporte aussi tout un cocktail d'oligo-éléments qui va permettre de donner de la santé au sol, mais aussi aux plantes et aux animaux. Aujourd'hui, les gens qui vont faire des céréales, notamment du blé et de l'orge, il y avait des conditions économiques difficiles. Ils ont baissé la fertilisation. Mais qu'est-ce qu'ils ont gardé? Ils ont gardé l'azote, avec un certain niveau d'azote, et souvent plus élevé de ce qu'il fallait, phosphore, potasse pour certains, et ils ont arrêté tout le reste. Ça fait une plante déséquilibrée. Et une plante déséquilibrée, c'est une plante qui va être soumise aux maladies et qui sera plus stressée par rapport au stress abiotique. L'organique amène une alimentation équilibrée bien plus. Sinon, on peut faire de la fertilisation chimique, mais il ne faut pas oublier tous les éléments dans ces cas-là. Donc je vais laisser Sébastien de nouveau, qui va nous parler de ses apports de fumier. Oui, nous, historiquement, après, on a fait comme tout le monde, j'allais dire, apporter de l'organique, 1 tonne par an, le classique, de Orga 3, enfin, je vous passe toutes les marques qui peut y arriver. Après, honnêtement, on s'est posé vraiment la question à un moment de savoir à quoi ça servait, parce que souvent, le discours, c'est si vous en mettez pas, ça va poser des problèmes. Donc, on en met plus par peur que ça pose des problèmes que par vraiment. On ne mesurait pas les résultats. Honnêtement, on ne mesurait pas les résultats avec la tonne qu'on a portée au mois de mars, quoi, voilà, ou février. Donc c'est pareil, après on a changé de logiciel, de fusil d'épaule, et justement Emmanuel a montré une vigne de chez nous il y avait un blocage énorme, quoi,
il y avait rien qui poussait et donc la vigne ne poussait pas non plus. Et ça a été une des premières justement à prendre 35 tonnes de fumier dans l'année. C'est vrai que c'est violent, mais ça a tout débloqué sur la parcelle. Alors elle ne le prend pas tous les ans, hein, mais on a testé ça. Et puis maintenant c'est systématique sur les 20 hectares. Tous les 4 ans, ben, il y a 5 hectares de vignes qui prennent entre... Alors c'est difficile à peser quoi exactement, mais c'est entre 25 et 35 tonnes de fumier par an. Et donc après, elle reste 4 ans sans fumier, sans boire de fumier, mais c'est une rotation qu'on a mis en place, et c'est vrai que ça améliore, ça aussi, ça débloque beaucoup. On parlait d'oligo-éléments, nous on était bloqué en calcium, c'était complètement bloqué, c'est des terres très très calcaires qu'on a, et il y a des gros blocages qui se font, et c'est vrai que ça a débloqué complètement les sols. Alors c'est vrai que ça a un coût, par contre, ça c'est clair que au niveau du coût, bon ben c'est sûr que ça pique un peu au départ, mais quand on voit après au niveau aussi rendement, on les récupère aussi. Donc c'est plus de raisins, et comme elle disait, c'est plus de raisins, c'est aussi plus de valorisation derrière qu'on peut faire. Donc finalement, si on remet les choses dans la logique, ça veut dire qu'on alloue une partie de notre salaire final à rendre tout simplement à la terre ce qu'on lui a pris, quoi, tout simplement. Donc en fait, ça fait partie aussi d'une logique, quoi, tout simplement. Mais c'est vrai que le coût, bon, ben, nous, c'est entre 30 et bon, 30-35 euros avec les quantités qu'on prend. On a toujours un petit prix, mais c'est 35 euros. Et puis ensuite, il y a un épandage, c'est en prestation parce que c'est pareil, on n'a pas la machine et le matériel pour faire ça, quoi. C'est un petit domaine, il faut quand même rentabiliser la machine, ça ne se rentabilise pas en 2 jours. Donc on le fait par prestation, c'est 12 euros la tonne épandue, avec ben, un chargeur, la machine, etc. Voilà, donc ça a un coût, mais honnêtement, on s'y retrouve. Honnêtement, on s'y retrouve. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on le fait, et c'est vrai qu'on s'y retrouve réellement, hein. Euh, voilà. Donc après, ça ne nous a pas empêché non plus de mettre 500 kilos, une tonne de fiente de volaille qu'on achète. C'est du tout prêt, c'est des petits, comment on appelle ça, des bouchons, quoi. On dit nous des bouchons. Euh, c'est de la fiente, mais c'est vraiment pour un effet, nous, qu'on considère un effet booster, quoi. La petite picouse pour booster un peu le végétal. Quand ça en a besoin, c'est-à-dire pour nous assez tard, quoi, finalement, c'est plutôt au mois d'avril qu'on pose ça, hein. Voilà. On en discutait hier, il y a voilà, sur les périodes, tout est discutable, quoi, hein. Mais c'est ce qu'on fait vraiment depuis maintenant 7-8 ans, hein, voilà. Juste une chose sur les fumiers. Alors on parle de composter, pas composter. Honnêtement, avec les doses qu'on demande, le premier problème c'est de les trouver parce qu'on n'est pas les PO, c'est pas forcément, c'est pas à foison qu'on peut trouver. Donc on prend honnêtement ce qu'on trouve, et c'est posé par contre très tôt dans la saison, c'est-à-dire au mois de septembre. C'est posé et puis ça a le temps, si c'est pas assez composté, de composter tout l'hiver puisqu'on ne touche pas après les sols pendant l'hiver. Voilà. Après, c'est toujours mieux de peut-être avoir des préparations un peu plus compostées, mais voilà, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on trouve, on fait avec ce qu'on a. Tout à fait. Là-dessus, c'est vrai que je suis pas puriste. Il y a ce qui est important, c'est donner à manger. Et, euh, et c'est vrai que qu'est-ce qu'on dit à nos enfants, c'est donner à manger un plat de différentes couleurs. Et bien en fin de compte, aujourd'hui, le sol, c'est aussi un organisme vivant à part entière. J'ai bien aimé leur côté arbre, c'est un être vivant, et le sol aussi, hein. Le sol, on a le squelette du sol, c'est tout ce qui est particules minérales, argile, limon, sable. La chair du sol, c'est tout ce qui est la matière organique. Et ensuite, le poumon et tout ce qui est le cœur du sol, c'est toute la vie microbienne qui va faire circuler tout ça. Il y a de l'air et il y a de l'eau. C'est un organisme vivant à part entière.
Et il sera important de le nourrir parce que plus on va le nourrir, plus le sol va pouvoir libérer les éléments après pour la plante. Nous, on ne se nourrit pas ni avec des gélules, on ne se nourrit pas avec que de l'eau vitaminée ou avec des minéraux dedans. Le sol a besoin de manger du dur aussi. Donc en fait, il y a différentes, on peut donner à manger de différentes manières. Donc, comme il parlait de la fiente de volaille, et chaque chose va avoir son rôle au niveau du sol et de la nutrition des plantes. Donc on va avoir les couverts végétaux jeunes, la fiente de volaille qui va être facilement minéralisable, qui va donner tout de suite à manger pour les cultures. Et puis on va avoir des choses un peu plus stables, qui va être soit le compost, la paille, puis même une prairie. Il faut savoir que c'est quelque chose de plus stable. Donc des éléments facilement dégradables. Dans le sol, on a différents pools de matière organique. Avant on parlait de la matière organique. Mais si on veut une belle nutrition au niveau de la plante, il faut alimenter les différents pools de matière organique. Donc, on a la matière organique labile et la biomasse microbienne qui va minéraliser rapidement pour la plante. Et on va avoir dans notre sol l'humus stable. L'humus stable, c'est 80% de la matière organique, qui va capter l'eau, qui va avoir aussi tous les éléments nutritifs et qui va fixer les éléments dans le sol. Donc je fais léger. Donc on a une partie de matière organique humigène qui va alimenter le pool d'humus stable et une matière organique facilement dégradable qui va alimenter la biomasse microbienne et la matière organique labile. Bien entendu, c'est pas à couper au couteau. Les pailles sont un peu entre les deux. Ce qui va être important, c'est de dire qu'est-ce que je nourris mon sol. Donc on va fractionner la matière organique en lignine, cellulose, hémicellulose et fraction soluble. Il y a organique. Pourquoi il faut creuser là? Parce qu'à un moment donné, quand on donne à manger, il faut savoir qu'est-ce qu'on donne. Si maintenant, on prend l'exemple du produit labile à base d'excréments de fiente de volaille, vous voyez qu'il y a beaucoup de fractions solubles. En bleu, en vert, c'est l'hémicellulose, en rouge, c'est la cellulose, et en noir, c'est la lignine. Donc les excréments sont très riches en fractions solubles. C'est pour ça que c'est facilement minéralisable. Si après je prends la paille de céréales, on va avoir une fraction facilement minéralisable et une autre fraction plus lente qui est la cellulose et la lignine. Et quand on parle de fumier, vous voyez ce fumier, on a de la cellulose et de la lignine. Plus on a un produit de compost, plus on aura une concentration de cette lignine. D'accord? Donc celle-là, on fait un travail de fond. C'est pour ça que Sébastien, il apporte du fumier et on voit que le fumier, c'est un produit équilibré. Donc ça, c'est un fumier frais ou un fumier composté. Il faut savoir que des fois, on donne des fumiers entre les deux. Mais c'est vrai que le fumier, c'est de l'or. Parce qu'on a un produit équilibré. Et on aura quand même de la ligne. Donc c'est pas parce qu'on apporte quelque chose qui est de dur qu'il faut oublier les choses facilement dégradables. C'est un tout. Alors, oula, voilà. Donc, on ne va pas regarder tous les chiffres, c'est juste pour donner des ordres de grandeur. À un moment donné, pourquoi les gens qui apportent du compost et du fumier ont des résultats supérieurs? Regardez, si on prend le compost, donc le compost de déchets verts de Cité Tom, il y a un fumier de cheval à base de sciure du 66. Et nous, là, on avait une analyse de fumier de cheval pailleux. Et l'Humifertac, c'est un produit organominéral pour qu'on puisse comparer les choses. Là, c'est le tonnage. Donc, on a fait une estimation. Qu'est-ce que 20 tonnes de compost amènent? Qu'est-ce que 20 tonnes de fumier amènent? D'accord? Vous voyez là, on va regarder un compost de déchets verts, 58 unités de phosphore, 138 de potasse, énormément de calcium, de magnésium et des oligo-éléments. Pareil au niveau du fumier, ça apporte énormément de choses. Ça veut dire que ceux qui apportent du fumier n'ont plus besoin d'apporter de la fumure de fond. Ensuite, la question, et il y a tous les oligo-éléments. Il y a en plus le bore, le soufre, d'autres choses. Hein. Même si le soufre, c'est pas un oligo-élément, mais ce qui va être important, c'est de dire qu'est-ce que mon fumier et mon compost, il y a de l'azote, qu'est-ce qui va donner pour ma culture? Et c'est là où c'est compliqué.
C'est là où il y a tous les débats dans le monde agronomique. Je vois qu'il y a un agronome qui sourit. Il y a tout un débat. Donc j'ai dit à Jean, comment on pourrait faire pour pouvoir évaluer ça? Donc on a fait une estimation avec son savoir et avec la méthode de Ivart qui a calculé ce genre de choses. Et en fait, comme je vous ai dit, dès que dans un produit on a la lignine, pour se dégrader, il va prendre de l'azote avant d'en mobiliser pour la culture. Et la matière organique facilement dégradable du produit va prendre de l'azote du produit. Et le reste, ça dégrade pour la culture. OK? Donc d'abord, qu'est-ce qui est pris? Et là, si j'enlève ce qu'il va prendre, le produit, on s'aperçoit que le compost de déchets verts, celui qui a été analysé, attention, c'est celui qui a été analysé, va, en fin de compte, consommer 30 unités d'azote par la suite au niveau du sol. Plutôt d'en fournir, il va en consommer 30. Le fumier de cheval à sciure, parce qu'à un moment donné, on a un C sur N élevé, parce qu'à un moment donné, on a une lignine importante, 30%. 30% de lignine. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que ça prend beaucoup d'azote pour se décomposer. On est, pour 20 tonnes par hectare de produits bruts, à moins 100 unités d'azote. Et ensuite, le fumier de cheval pailleux, par contre, lui, va avoir une disponibilité et va pouvoir donner 3 unités d'azote. Alors 3 unités, c'est comme si c'était 0. Donc ce qui va être important, c'est de pouvoir dire qu'est-ce que mon fumier, qu'est-ce que mon apport de compost va m'apporter en tous les éléments. Et on s'aperçoit que ça peut apporter énormément en calcium, en magnésium et en éléments principaux, en oligo-éléments. Et il faut faire attention au niveau de l'azote. C'est pour ça qu'il faut toujours sécuriser et apporter aussi avec de la fiente par rapport aux besoins des cultures. Voilà. Donc, vous avez compris que la disponibilité va dépendre notamment de l'azote qu'il y a dans le produit, mais aussi de la lignine. Et ce n'est pas parce que le C sur N, et c'est pour ça qu'il faut à un moment donné creuser. Là, vous voyez que le compost de déchets verts, on a un C sur N de 16. Le fumier de cheval pailleux, on a un C sur N de 14. Ça a été longtemps un appui, le C sur N, mais ça ne suffit pas. Il faut creuser l'organique. Ce qu'on a, c'est qu'en fin de compte, on évalue la matière organique en fonction de la lignine, la cellulose, l'hémicellulose et la fraction soluble. Et on a aussi, qu'est-ce que le produit organique? Il y a un pourcentage d'humidité et de matière sèche. Le fumier de cheval, par exemple pailleux, il avait 15% de matière sèche. Ça veut dire qu'il va apporter 15%. Le fumier de cheval de sciure avait 30% de matière sèche. D'accord. Et le compost de déchets verts en avait au moins 50%. Et en fonction de la qualité de là, en fait, on fait une tentative d'approximation de gain d'humus. En fait, on met toujours des pincettes et c'est une estimation de qu'est-ce que ça apporte au niveau du sol. Et là, on s'aperçoit que le fumier de cheval apporte 1,4 tonnes par hectare et nous avons le compost de déchets verts ou de fumier de cheval de sciure, 3,4 tonnes par hectare. Pourquoi j'ai demandé de creuser ça? Parce qu'à un moment donné, quand on s'était rencontrés, ils avaient des produits organiques. Et ils vendaient, des gens leur vendaient des produits organiques en disant c'est organique, ça contient de l'humus stable, donc ça va apporter de l'humus dans ton sol. Sauf que la quantité qu'ils mettaient et le coût du produit, c'était complètement fou. En fin de compte, c'était un produit en bouchant, ça apportait peu d'humus stable, mais pas assez d'azote, comme la fiente. Donc en fait, ils payaient quelque chose de très cher pour apporter peanuts en humus stable. Et donc j'ai dit, Jean, il faut qu'on arrive à... Ça m'agace. Donc il faut arriver à creuser et qu'on puisse évaluer. C'est une évaluation, d'accord? Il ne faut pas le prendre le chiffre à la virgule. Mais en tout cas, ça permet de mieux cerner l'organique et l'organique pour pouvoir mieux cibler les éléments. Juste pour tout ça, ce sont des outils pour nous les paysans, quoi, je veux dire. Et ces outils-là, c'est comme un marteau. Avec un marteau, on peut construire une maison, on peut aussi la détruire. Ça dépend aussi il faut utiliser ces outils à bon escient. Et du coup, ça, c'est le panel qu'on peut avoir de possibilités. Et après, c'est chaque paysan il faut qu'il choisisse
pour sa zone, sa terre, ses objectifs. Dans ce panel d'outils, le bon outil à utiliser au bon moment, tout simplement. Et c'est pas, il faut vraiment réfléchir tout ça en fonction de. Moi, je suis un témoignage, mais il y en a plein d'autres. Et on aurait pu en faire plein d'autres de témoignages. C'est juste que il faut bien être conscient que ce qu'on fait. On le fait parce qu'on y a évidemment réfléchi, mais ce sont des outils qu'on utilise pour nos sols, pour nos vignes. Peut-être que sur des contextes différents, avec des zones différentes et des types de sols différents, ben, il faudra vraiment faire autrement, quoi. Voilà. Et c'est piloter tout ça. Par exemple, je ne suis pas rentré autant dans les détails, mais par exemple, quand on met nos 25 ou 30 tonnes ou 35 tonnes de fumier, le semis qui suit derrière, il est effacé justement assez tôt pour amener justement un peu plus, encore plus de boost, un effet booster. Et on peut aussi sur des terres qui ont des taux de matière organique un peu plus élevés, etc., avoir carrément du paillage sur les sols parce que je sais que ça va pas, le paillage va manger, c'est ligneux, il va y avoir beaucoup moins de restitution azotée, mais par contre le paillage protégera aussi les sols pendant l'été, pendant les grosses chaleurs, pendant tout ça. Donc c'est piloté et c'est piloté je dis pas au cas par cas, mais c'est piloté quand même tout ça. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Merci. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ce paillage, comme il dit, quand on ne le mélange pas au sol, ça peut être très intéressant de faire la biomasse et de le coucher si l'aspect sol en profondeur le permet, l'aspect climatique, et on le couche et ça garde l'humidité. Mais il faut avoir suffisamment de réserve hydrique pour pouvoir se le permettre. Mais c'est vrai que si on ne le mélange pas dans le sol, il ne va pas manger l'azote du sol. Donc ça, c'est très intéressant et merci de l'avoir complété. Donc à un moment donné, pour piloter, c'est intéressant d'analyser et d'évaluer. Dans notre travail, j'aime bien toujours apporter l'approche économique. Parce que c'est bien l'approche agronomique. On est tous d'accord que l'organique, c'est intéressant. Par contre, maintenant, derrière, comment on fait en fonction de chaque structure. Et donc, on a aligné quelques coûts. Donc là, que ce soit dans le 32 ou dans le 66, on s'est renseigné. Le coût du fumier va de 10 à 15 euros la tonne. Le coût du transport va dépendre du kilomètre. C'est ça qui coûte le plus cher. On est entre 15 et 20 euros la tonne. Et le coût d'épandage, autour de 12 euros la tonne en vigne. Ça veut dire qu'un apport de fumier est entre 40 et 50 euros la tonne. Si on prend le compost de Cité Tom 66, on est autour de 45 euros tonne, tout compris. Ça veut dire qu'à un moment donné, un agriculteur qui va vouloir apporter 20 tonnes par hectare, ça va lui coûter près de 1000 euros par hectare, 900 euros par hectare. S'il fait une rotation, parce qu'à un moment donné, il ne peut pas l'apporter partout, on va dire sur 10 hectares, ça veut dire qu'il va utiliser 9000 euros sur son exploitation pour apporter les choses. Ça a un coût. Et c'est vrai que ce n'est pas seulement je clique des doigts, l'organique c'est beau, mais c'est vrai que c'est un choix stratégique que des agriculteurs font et des vignerons, et c'est intéressant, mais ça a un coût. Et c'est pas sûr que tout le monde puisse se le permettre. Certains, mais en tout cas, c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il vaut mieux avoir moins de surface et intensifier que vouloir faire trop de surface. On peut intensifier sur certaines parcelles. Si maintenant, on se met en grande culture, c'est juste pour avoir un ordre d'idée, donc plutôt dans le 65, on est à 25 euros tonne. Ça coûte moins cher. Le déchet vert chez nous est soit à 0 euros tonne, soit à 16 euros tonne. Ça, on le verra tout à l'heure. L'épandage, c'est moins cher. Donc, si on prend 20 tonnes par hectare, à 25 euros tonne, on est à 500 euros de l'hectare. Maintenant, je vais vous faire une simulation. En fait, ça, il faut que vraiment la personne, elle y croit, parce que ça a un coût. Si quelqu'un fait, je prends une céréale, la fumure de fond, donc là, je suis d'accord, on répond à court terme. Par contre, avec l'organique, on fait aussi du long terme. Mais à un moment donné, la rentabilité, on le vit sur le court terme, donc c'est un choix. Si on prend avant 2022, parce qu'on sait que les prix ont augmenté, une fumure de fond, ça coûte 80 euros de l'hectare, plus de travail, on est à 96 euros de l'hectare. Aujourd'hui, avec les prix de l'engrais qui a doublé, on est à 200 euros de l'hectare. Vous voyez bien que 500 euros de l'hectare, c'est un investissement. Voilà. Nécessaire.
Donc c'est pour ça que je pense que les collectivités, et c'est là, je remercie les élus d'être là et d'être impliqués dans ces démarches-là, et curieux, les collectivités pourraient avoir un rôle sur l'agroécologie de manière efficace et rentable. C'est faciliter l'accès aux producteurs des produits. Je donne un exemple. Dans le 64, en Béarn, la collectivité prend en charge au niveau des déchets verts le broyage de déchets verts. Il prend en charge le transport vers l'agriculteur. Et l'agriculteur, lui, prend en charge le compostage, donc il faut quand même le remuer au moins 2 fois, parce que sinon, les broyés de déchets verts, c'est trop grand. Donc si on veut l'enfouir, là, c'est pas pour du paillage. Pour du paillage, c'est autre chose, là, si on veut l'enfouir. Et l'épandage, ça veut dire que pour l'agriculteur, ça ne coûte que 8 à 10 euros tonne. On est à 200 euros tonne pour 20 tonnes. Là, c'est accessible. Et là, on pourrait motiver plus d'agriculteurs et de producteurs. Et c'est vrai que les collectivités chez nous, même dans le 65, offrent des choses là-dessus. Et ils font de plus en plus attention au plastique. Parce qu'aujourd'hui, les broyats de déchets verts, l'inconvénient, c'est les plastiques. Et c'est vrai que c'est une source quand même importante sur le territoire qui doit revenir au sol du territoire le moins cher possible pour les producteurs. Et là, on fait de l'agroécologie en circuit court et efficace. Il y a beaucoup d'argent au niveau agroécologie, mais là, c'est vrai que on aide les agriculteurs à construire une agroécologie, mais vraiment dure. En conclusion, observer, évaluer et ressentir. En fait, quand on fait de l'agroécologie, on sort des pistes, on sort des sentiers battus. Mais quand on sort des pistes, on sort des sentiers battus, à un moment donné, on n'y va pas la fleur au fusil, il faut piloter. Et il faut évaluer les risques. En fait, c'est la montagne qui m'a dicté la manière d'étudier, de travailler les sols et les terroirs agricoles et viticoles. Parce qu'en montagne, quand on sort des pistes, il faut évaluer les risques. Le risque d'avalanche n'est pas lié seulement à la couche superficielle. Les risques d'avalanche sont liés surtout à la nature de la sous-couche et à la cohésion entre la sous-couche et la couche. Donc quand j'étais dans le monde agricole et que j'ai étudié sur la vie biologique des sols, j'ai dit mais il n'y a pas que le surface. La profondeur est aussi très importante pour pouvoir adapter les pratiques, le choix du végétal. Donc naturellement, j'ai abordé l'aspect global des éléments. Donc évaluer les risques et pouvoir piloter au sein d'une exploitation agricole nécessite aujourd'hui, et bien plus qu'avant, de mieux connaître son sol, son potentiel en profondeur. Si on veut prendre des risques, il va falloir creuser et évaluer. Et ensuite, mieux connaître le végétal. Je pense qu'il y a des choses à se réapproprier au niveau du végétal. Quand on parle d'apport, il y a organique et organique. C'est nécessaire de creuser. Et je pense aujourd'hui qu'il y a des aléas climatiques, mais que si on suivait mieux la climatologie au sein de différentes exploitations, on pourrait anticiper certaines choses. Il y a un agriculteur qui me disait « Tiens, Emmanuel, j'ai pris la météo depuis 6 ans, et tu vois, on me dit qu'il faut semer à telle période sur mon secteur, mais là, en reprenant la météo pendant 6 ans, là, non, hein, moi je m'aperçois que 4 fois sur 6, là, ça bug derrière. Donc moi, j'ai avancé de 15 jours mon semis. » On peut avoir des indications comme ça, sans avoir de grandes prévisions, mais ça donnera des repères pour pouvoir piloter derrière. Enfin, quand on parle d'agroécologie, c'est une agroécologie respectueuse des équilibres, pas seulement de l'environnement. Des équilibres agronomiques, économiques et humains. Quand on construit de l'agroécologie, ce n'est pas au détriment de l'économie d'une entreprise. En fait, on a un homme, une femme, qui vivent de leur rémunération, de ce que ça produit. Donc l'agroécologie, aujourd'hui, on peut avancer pas à pas, chacun peut avancer pas à pas, mais pas au détriment de l'aspect économique. Et en tout cas, ça se construit, et on peut le faire, parce que si on respecte aussi les équilibres humains, en fait, tout le monde peut faire un pas. Parce que l'agroécologie, c'est pas viser la lune. C'est seulement un petit pas, un petit couvert. Tiens, est-ce que c'est possible d'apporter de l'organique ou pas?
Et moi, ce que j'aime bien aussi quand j'accompagne, c'est dire je sécurise et je teste d'un côté. J'ai bien aimé votre diaporama, parce qu'à un moment donné, oui, on teste sur une petite partie. On y croit tous, mais à un moment donné, ça se construit pas à pas. Les techniques, il faut les s'approprier. Il faut qu'aussi au niveau humain, eh bien, quand on fait un couvert, ça fait aussi du trafic dans l'organisation du travail. Donc, je sécurise par rapport à ce que je sais faire. Et ensuite, je teste pour pouvoir avancer. Et le test est indispensable parce que toute entreprise doit évoluer pour s'adapter au contexte économique changeant, à l'aspect climatique et surtout pour améliorer le sol et les plantes et les produits. Merci à vous. Oui, je voulais revenir sur les plastiques dans les broyats végétaux. Et voilà, je pense qu'on est tous témoins de ce qui se passe souvent dans les communes ou au niveau du département aussi. On voit sur les bords de route les canettes et les bouteilles qui sont complètement en petits morceaux parce qu'ils ont passé les pareuses sans nettoyer avant. Et là, c'est pas un problème simplement de machine ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un problème d'éducation, de dire qu'il vaut mieux ramasser un gros déchet que d'après d'aller essayer d'éliminer les petits déchets qu'on a fabriqués en passant un appareil qui va les couper en morceaux. Et je pense qu'il y a pas mal de travail à faire pour convaincre justement les équipes municipales et le département et la région aussi, en disant qu'il vaut mieux avoir une équipe qui nettoie déjà avant de passer une épareuse qui va faire des micro-déchets qui vont se retrouver finalement à la mer. Voilà. Merci. C'est très juste. Salut, donc Sébastien, j'étais venu te rencontrer au début de l'aventure Arbre et Paysage chez toi. Et donc tu me disais que tu prenais des parcelles et que pendant 2-3 ans tu faisais des cultures de luzerne, tu es en phase de régénération. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Parce que là on a vu un peu en style production, mais est-ce qu'on peut parler Ouais. des phases de Alors, régénération de sol? Parce ouais. qu'on est sur des Alors terroirs ça dégradés, c'est quoi. non, bon, les vignes en place, donc c'est monoculture, hein, à part ces semis de qu'on fait l'hiver durant, on va dire, et l'automne. Mais on a aussi hérité d'un domaine qui était un peu plus grand que ça. Et donc on a une trentaine d'hectares autour des vignes, de landes, forêts, friches, ce qu'on appelle des friches, quoi, qui ont été friches un long moment. Et puis ça fait 7-8 ans que ben, quand on a été au point sur justement les semis, on a commencé à semer aussi tout ce qu'il y avait autour. Et donc on a fait des mélanges. Le but euh, c'est certainement que ça ne sera pas moi ou mon frère qui replanteront, quoi. Ça c'est évident. Pour moi on a des vignes. On a des projets de replantation, mais pas sur 30 hectares, évidemment. Mais par contre, c'est l'objectif d'essayer de laisser quelque chose de le plus simple possible. Et donc, toutes ces parcelles sont semées chaque année. Ou tu disais des luzernières, oui, il y a des luzernières où on rajoute un peu d'avoine de temps en temps, mais le but c'est d'essayer d'avoir ces sols, même s'ils ne sont pas cultivés à proprement parler, quand même couverts, et ben, qui travaillent quand même au maximum, quoi, puisque on, a, on les fait travailler en même temps. Et du coup, l'objectif c'est essayer comme on part de matière organique très faible dans le département en général, quoi, c'est essayer d'augmenter les taux de matière organique pour que ben, le jour où il y a quelqu'un qui a envie de planter, peut-être ça sera nos enfants, ils sont encore petits, mais on ne sait jamais, quoi. Et ben, s'ils ont envie de planter, ben, justement, ils puissent avoir la possibilité de planter dans des sols qui sont, on va dire, en bonne santé et en forme, quoi. Et ça, c'est l'objectif qu'on a. Alors c'est sûr que ce n'est pas l'objectif prioritaire quand on a 20 hectares de vignes, mais honnêtement, tous les sols sont semés. Systématiquement. Alors il y a des rotations, on fait des rotations, il y en a qui sont sur des luzernières qui ne sont pas semées tous les ans, mais en général tous les ans il y a quand même une grosse partie du domaine qui est travaillée comme ça. Voilà. Enfoui, enfoui à l'automne, quand on a le temps, après les vendanges, et après avoir semé les vignes, et puis ressemer derrière. Voilà. Et ça c'est important aussi parce que on parlait justement d'équilibre. Moi, je trouve qu'on est tous agriculteurs aussi, des paysans, mais on est aussi des gestionnaires d'entreprises. Et il faut le voir justement il y a du court terme.
qu'est-ce qu'on mange demain ou qu'est-ce qu'on mange l'année prochaine. Il y a du moyen terme, c'est tout ce qu'on met en place justement pour essayer d'enrichir ces sols et de pouvoir justement mieux manger dans quelques années. Et puis à ce long terme, avec des arbres par exemple aussi qui sont importants. Et puis c'est ce principe de friche. Honnêtement, c'est pas pour nous, quoi. Voilà, c'est pas nous qui allons les exploiter, mais ce long terme-là, il est aussi important. Et cet équilibre-là, essayer de faire cet équilibre-là, c'est aussi quelque chose qui nous tient aussi à cœur, quoi. Et c'est important dans le principe de l'agroécologie. Je le considère comme ça aussi, quoi. Voilà, amener un équilibre sur partout où on peut en amener, quoi. Voilà. Je vais compléter parce que sur la régénération des sols, ça c'est important, notamment un sol qui n'est pas tout de suite planté. En fait, une fois, en plus si vous êtes en vigne, alors toi tu es en maraîchage, mais une fois qu'il y a la culture dessus, et que vous êtes dans le cycle de la production, c'est plus compliqué d'intervenir. Ceci est d'autant plus vrai en vigne, mais aussi en maraîchage, quoi. Et donc nous, on a vraiment fait une différence, et on le sait sur le terrain. Dès qu'il y a une parcelle où il y a une rotation avec une prairie, où il y a la restitution, parce qu'il y a prairie et prairie, une prairie de friche où on ne fait rien, elle peut s'appauvrir aussi. Par contre, une prairie où on broie, on restitue, ça repousse, ça c'est important. Et sur les luzernières, il y a luzernière et luzerne. Combien d'agriculteurs disent viens voir ma luzerne? Alors luzerne, là, là il y en a une. Donc, mais en fait, c'est pas gênant. Mais ce qui est gênant, c'est qu'en fin de compte, ça se salit. Et en fait, on ne donne pas toute la puissance qu'on pourrait donner à cette parcelle pour la régénération. Donc, en fait, ce qu'on a observé, c'est que dès qu'il y a une friche ou une luzernière pour régénérer le sol, pour qu'ensuite tu puisses produire, faire la même chose, mais avoir ce résultat-là au lieu de cela, il faut que durant ta régénération, d'une part, couvrir son sol, j'espère que ça c'est retenu, et d'autre part, tu refais du semis avec des dents d'avoine, c'est ce que tu fais, mais ça c'est important parce que la luzernière, c'est des vieilles racines. Il faut que tu renvoies du sucre avec des jeunes racines et du jeune végétal. Et après, tu rebroies pour pouvoir donner à manger à ton sol. Donc, il y a toujours ce jeu entre j'apporte du végétal, si après tu as l'organique ou pas, mais tu coupes le végétal et tu mets des racines au sol, mais des racines aussi à la fois vieilles et à la fois jeunes pour stimuler. Voilà. Et une dernière chose, au départ, quand j'ai commencé à agronomie terroir, qu'est-ce que je faisais? Je prenais les analyses de sol et puis je les rangeais par type de sol pour voir et interpréter les choses. Et à chaque fois, pour un type de sol, il y avait par exemple 1,5% de matière organique sur des sols d'alluvions, et puis je voyais une parcelle, 3%. On est sur des sols de coteaux, je les range sur un graphique, on est à 2. Ah, il y a une parcelle qui fait 2,8. Et j'y mets à chaque fois, mais pourquoi elle est plus haute celle-là? Ah, mais c'est normal, c'est une ancienne prairie. Mais en fait, la solution, elle est là. Et en fin de compte, augmenter un taux de matière organique par rapport à une parcelle, c'est plus simple avant les plantations. En fait, nous, c'est tout simple, c'est que l'objectif, c'est qu'on se rend compte que malgré toutes les analyses qu'on fait, on n'en fait pas tous les ans sur les sols, mais tous les 3-4 ans, on fait une série d'analyses. On s'est aperçu qu'on ne faisait pas forcément monter les taux de matière organique quand on est sur vigne, quoi, en place. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à dire, le jour où on veut en planter, peut-être que de partir de très haut, et le but, c'est de ne pas les faire baisser, les taux de matière organique. Ça, on commence à arriver à faire, on commence à arriver à maîtriser. Et le fait de justement dire, on va partir beaucoup plus haut, et puis au moins, on est capable de ne pas les faire baisser, même avec une vigne en place, une monoculture en place, c'est déjà bien, quoi, voilà. Donc là, on hypothèque sur l'avenir, quoi, voilà. On met un peu de billets sur le futur. Moi j'avais une question, je pense qu'ici on a probablement un public de gens déjà convaincus, mais si on va voir un viticulteur pris au hasard et qu'on lui dit il faut couvrir les sols, il va dire oui, mais avec la concurrence à l'eau, comment ça va se passer? Et du coup, je voudrais avoir votre... Alors mais nous, ça fait quelques années, il y a des J'ai pas tout à fait terminé, pardon, mais non, mais ce matin aussi on parlait d'irrigation un peu stupide, je sais pas quel mot à employer. C'est vrai qu'irriguer de la vigne sur sol nu, on comprend tous que ça n'a pas de sens, mais est-ce que l'irrigation du coup pourrait pas être un levier très intéressant pour lancer les dynamiques? Voilà, c'est juste une question.
Ok, J'ai fini. nous, bon, premièrement, nous, on est très contents parce qu'il y a de plus en plus de vignerons qui sèment les sols. Et voyez, je vois deux, trois personnes qui sont au GU2E que le Civan Bio a mis en place et peuvent en témoigner. Là, cette année, par exemple, les achats de semences. C'est en train de devenir c'est des camions et des camions entiers de transport. Ça commence à être quelque chose de lourd, très lourd même à gérer, parce qu'il y a de plus en plus de commandes comme ça groupées. Donc ça simplifie beaucoup les choses et il y a une dynamique clairement qui est en place. Hein. Et je ne pense pas que ça va s'arrêter. Après, dans le département, pour être précis, c'est clair que si on sème au mois de novembre, je pense qu'on aura ça va pousser, je ne vais pas dire Emmanuel, mais ça va poussera vraiment pas beaucoup, quoi, parce que c'est déjà très tard, c'est mis en place très tard, et on ne bénéficie pas des pluies qu'on peut avoir à coup sûr au mois de septembre et au mois d'octobre, même des années à 300 mm d'eau, on a toujours au mois de septembre et au mois d'octobre des pluies quoi, qui tombent. Et c'est vrai qu'au mois de novembre, décembre, on peut en avoir un peu, mais il y a il y a moins de jours, hein, il fait nuit beaucoup plus tard, donc il y a moins d'ensoleillement, il y a moins de, donc les semences poussent beaucoup moins. Et du coup, ça c'est une petite expérience qu'on a, c'est d'essayer de semer le plus tôt possible pour bénéficier justement du maximum d'eau, tout simplement, quoi, du cycle de l'eau aussi, parce qu'il y a un cycle de l'eau qui est logique. C'est vrai que ce n'est pas des problèmes, peut-être dans le Gers, il y a moins de soucis parce que il y a un peu plus d'eau, un peu plus d'eau un peu plus tard, etc. Mais bon, ça c'est sûr que l'eau, sans eau on ne fait rien, hein, de toute façon, hein, ça c'est sûr. Voilà. Après, par expérience, plus on sème tôt et mieux c'est. C'est vrai que pour un vigneron c'est compliqué parce que il y a les vendanges en même temps, les vinifications, etc. Donc c'est aussi une mise en place, c'est voilà une respiration qu'il faut savoir mettre en place quoi dans le domaine. Même chez nous, il faut qu'on plante très tôt, hein, parce que moi, en fin de compte, en novembre, les couverts, il y a beaucoup de couverts qui ratent. Nous, chez nous, on a plus de pluie, mais par contre, ça se sème en septembre jusqu'à mi-octobre. À partir de mi-octobre, c'est un peu pile ou face pour chez nous. Donc, en fait, il faut les semer très tôt, s'organiser. Et ensuite, par rapport à ta question sur sur l'aspect hydrique, s'ils le sèment tôt et qu'il roule correctement, parce qu'il faut rouler avec suffisamment de surface, avec suffisamment de densité, il va avoir un couvert pendant tout l'hiver. Et il peut, et c'est un peu le message que je voulais faire passer, c'est il peut le détruire à partir de mi-mars. Mais par contre, c'est sûr qu'il faut qu'il le sème tôt pour qu'il y ait quand même un couvert minimum sur sa parcelle et que l'investissement qu'il a fait, il soit aussi content. Donc il n'y a pas de problème hydrique pour quelqu'un qui va le détruire mi-mars ou début mars. Sauf dans des conditions extrêmes, mais normalement début mars, franchement début mars, on ne prend pas de risque, mi-mars. Mais par contre, il faut le semer tôt, dense et roulé. Du coup, voilà, je fais aussi partie du Civan Bio avec les frères d'Anjou. Et en fait, oui, la date de destruction, c'est ce qui te permet de piloter. Et donc, c'est super important. Destruction précoce, pas de. Au contraire, on a un rôle positif du couvert, puisque l'eau a pu s'infiltrer, mieux s'infiltrer, elle n'est pas encore évaporée. Donc là, on parle de début mars. Ça nous est arrivé des hivers très secs de commencer mi-février. Pour des personnes qui veulent commencer, mais moi, honnêtement, je conseille plutôt de détruire tôt et de ne pas prendre de risques. Après, comme je disais, on est joueur, on n'est pas joueur. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Nous, on a aussi perdu. En 2016, je donne un exemple où ça a été une catastrophe. On a attendu, c'était super sec en attendant la pluie, et puis la pluie n'est pas arrivée. Et puis après, les récoltes, évidemment, tout le monde a eu moins, mais nous, on a eu encore moins que les autres, quoi. Voilà, ça c'est clair. Voilà, il y a des risques. Les risques, il faut les. Voilà, on fait rien sans prendre aussi des risques, quoi, en même temps. Mais il y a des risques qui peuvent être aussi réfléchis, pilotés. Et puis voilà, on n'est pas obligé de le faire sur tout le domaine. On n'est pas obligé de tout détruire d'un coup. On n'est pas obligé. Enfin, on a aussi une liberté de dire voilà, par exemple en 2020, année extrêmement pluvieuse, du moins au printemps. On a un peu pris peur, voilà, il n'avait pas trop plu l'hiver, on a pris peur,
on a décidé au mois de mars, mi-mars, assez précocement, justement pour nous, au domaine, de tout faire péter. Et en fait, le fait d'avoir tout enlevé, 15 jours après, on a eu de la pluie, et puis la pluie, elle s'est pas arrêtée. Et puis, on a regretté d'avoir justement pas attendu, justement, parce que les traitements, les tracteurs, on ne pouvait plus passer, donc on a dû faire à la main. Donc finalement, ça a été 10 fois plus de travail de traitement à la main, qui n'a pas été parfait d'ailleurs. Et du coup, alors que si on avait peut-être laissé ne serait-ce qu'une seule bande sur 3, peut-être, ou sur 4, c'est pas les conditions idéales pour faire des traitements, mais en tout cas, on aurait pu passer avec de la portance et on aurait pu très bien le faire. Je veux dire, tondre et faire sauter 3 rangées sur 4, c'était tout à fait faisable. Et on ne l'a pas fait, mais à un moment donné, voilà, il faut s'adapter chaque année. Encore une fois, je le dis vraiment, hein, c'est pas à nous d'adapter les choses, c'est à nous de nous adapter aux conditions qu'on peut avoir tout simplement, quoi, et de réfléchir. Après, je m'appelle pas Irma la voyante, je suis pas Monsieur Météo, voilà. Mais par contre, essayer de réfléchir et de dire bon, donc voilà, maintenant du coup, chaque année on apprend un peu plus et du coup on essaie maintenant de garder toujours une bande tondue, voilà, hein, au broyeur, broyeur à marteau. Une bande tondue et puis on peut la faire, évidemment elle va peut-être ça va souffrir un peu plus, mais enfin il y a les 3 quarts qui sont quand même sécurisés, quoi. Voilà. Ça c'est des exemples, mais je vous assure qu'il y a vraiment une marge de manœuvre et de liberté là-dessus qui est assez importante, quoi. On peut faire vraiment comme on veut. Et juste pour compléter, et c'est vrai que c'est cette destruction différenciée. On peut très bien sur une exploitation. Moi, ce que je dis, ben écoute, là, tu sécurises par rapport, parce que tu es tout seul, tu fais beaucoup de travail, mi-mars, tu détruis telle et telle parcelle. Par contre, cette parcelle, laisse-les pousser. Donc, c'est vrai que quand on part, alors après, il y a cette, comme il disait Sébastien, soit avec des rangs, mais c'est vrai que moi, je vois en grande culture, ou même en viticulture, je dis, ben détruis cela et laisse cela. Et comme ça. On gère, on pilote. Oui, une petite question par rapport aux zones de friche. Vous disiez qu'il faut semer pour avoir des racines plus jeunes avec des racines vieilles, mais pourquoi ça se ressème pas tout seul en fait? Alors, ça peut se ressemer tout seul. En fait, la chose, alors, ça dépend des friches, ça dépend de votre état du sol. Si vous partez d'un sol pauvre, ce qui va repousser dessus peut être limité. Et en fait, ce que nous, on a observé, c'est que des fois, la couverture spontanée a moins de racines que ces fameuses céréales. Si vous semez une céréale et que derrière il pleut, en fait, il y a les racines, elles les entrent vraiment profondément. Et c'est pour ça que ça donne du peps. Après, vous pouvez faire votre système, mais il y aura nous, sur les prairies, il y a une moindre régénération que si on renvoie avec des métailles ou avec de l'avoine pour pouvoir rebooster ce sol. Parce que ce qui se ressème n'a pas la puissance de la céréale dans les observations que j'ai faites. C'est ce qu'on a remarqué justement, c'est que quand on laisse un sol, bon évidemment ça se ressème, hein, il y a toujours des redéparts, mais ça prend plus de temps, les céréales par exemple se mettent plus de temps que l'inule visqueuse à se mettre en place, voilà, donc en fait bon, il y a des plantes qu'on considère comme des intrants et puis d'autres comme des intrus, quoi. Et c'est pour ça qu'on essaie justement de ressemer au mois de septembre-octobre, quoi. Là, on n'est pas pressé non plus, mais on remet une petite dose, quoi. Hein, voilà. Parce que sinon, on se retrouve avec on va dire des indésirables, quoi. Hein, voilà. Pas cette année, mais non, j'ai pas. Honnêtement, sur la coulure sur le Grenache et le Muscat d'Alexandrie, nous c'est les deux raisins qui coulent le plus. Mais
Honnêtement, non, j'ai pas remarqué. J'ai pas remarqué. D'ailleurs, on se pose beaucoup de questions, on en discute énormément, mais on n'a pas remarqué vraiment déjà de cause, de raison. Pourquoi ça coule une année, pourquoi ça coule pas une autre? On dit que c'est le climat, on dit que c'est la période de taille, on dit que c'est. Enfin, il y a tellement de choses. Euh, Honnêtement, voilà, nous on en discutait hier sur le bord, par exemple, qu'on a porté jusqu'à maintenant en automne, après vendange. Et là, cette année, on a essayé avant, là, en encadrement de floraison, mais ça coulait quand même hein, cette année. Donc voilà, c'était. J'ai pas d'explication. On s'en pose beaucoup, mais j'ai pas de. Il y en a tellement, en fait, de raisons. Je pense qu'il y a tellement de raisons pour que ça puisse couler que on n'a pas vraiment de. Voilà. En fait, ça dépend la densité de couvert et le choix qu'on fait. C'est vrai qu'une graminée peut prendre un peu plus euh, d'énergie au sol que des légumineuses. Après, bon, quand c'est tout petit, avec l'eau qu'il y a, enfin, je pense pas. La mise en réserve, elle est pas. Nous, on n'a pas souffert de mise en réserve. Après, je pense que si on taille justement quand les feuilles sont encore présentes, qu'on laisse pas tomber les choses, qu'on fait pas un cycle complet, ça peut poser des problèmes. Mais honnêtement, sur la coulure, là, je sais pas si c'est la mise en réserve, parce que la mise en réserve, après, ça fait bien longtemps que la vigne, elle est plus sur ses réserves, elle démarre sur ses réserves. Donc c'est important d'avoir des bonnes mises en réserve pour le départ de l'année, mais après au mois de mai, voilà, je sais pas. Juste comme Sébastien, je pense vraiment pas que la mise en place des couverts à l'automne puisse impacter négativement la mise en réserve. Bien au contraire. Parce que quand déjà vous mettez le couvert en place, vous gratouillez votre sol. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous aidez à la minéralisation. Et alors après, j'ai pas fait d'études sur la mise en réserve de la vigne par rapport au couvert. Hein. Donc c'est juste une réflexion. Attention, c'est juste une réflexion de ma part par rapport à. Donc c'est important de le resituer. Et ensuite, si vous voulez, la concurrence que pourrait avoir à l'automne un petit couvert avec les racines, moi je pense que ça ferait plutôt une synergie parce que sincèrement, dès qu'il y a une racine, ça booste le sol en fait. Après la concurrence, elle arrive bien plus tard. Si vous voulez, quand je vois nous les cultures, ouais, je pense que ça arrive bien plus tard. Ouais, la concurrence, c'est plutôt mars-avril, quoi. Voilà, pour faire simple, quand la vigne, justement, elle est bien déjà partie, qu'elle pousse fort, et que, voilà, c'est là où il faut faire attention sur ces concurrences-là, quoi. Ouais. Là, on peut avoir des problèmes. Ouais. Euh, Question pour Sébastien. Vous avez mentionné de gestion d'azote dans le mou. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être partager l'expérience que vous avez eue Pas de problème. après, oui. Alors, en Et fait, d'autres oui, choses, ouais. il y a d'autres questions à Emmanuel. Oui. Est-ce que vous avez, dans ce secteur où retention d'eau est très important comme un sujet, la façon de détruire le couvert végétal, est-ce que vous pouvez un peu élaborer l'expérience que vous avez dans ce secteur? Pour l'azote dans les mous, en fait, on sait. Il n'y a pas vraiment. Enfin, Emmanuel m'a dit qu'il y avait eu une étude. Moi, j'ai pas d'études précises scientifiques sur la relation entre l'azote d'un sol et l'azote assimilable dans un mou. Bon, après, honnêtement, nous, on l'a vu de façon empirique dans les analyses quand on cueille les raisins, quoi. Hein. On fait systématiquement analyser l'azote assimilable et depuis qu'on sème, on l'a vu forcément augmenter. Après, c'est pas la solution non plus miracle parce qu'il peut y avoir des années où les azotes assimilables en général, par rapport aux conditions climatiques, sont beaucoup plus basses et donc elles sont plus basses aussi pour nous, quoi. Voilà, il faut être réaliste. Maintenant, elles ont jamais été plus basses que des taux
disons qu'une fermentation qui peut se dérouler naturellement sans avoir à ajouter quoi que ce soit. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Après, on peut avoir des taux qui, sur des années où on a eu de la pluie, qui sont très très élevés. Et nous, ça nous arrange, si vous voulez, dans ce qu'on veut faire, parce que justement, ça nous permet de moins toucher les vins, quoi, tout simplement. Donc en fait, on rentre dans des choses assez techniques, mais plus on va amener de l'air, et plus on va toucher les raisins, les triturer, les mélanger dans la cuve, et plus on va amener les levures à justement fermenter. Quand on a peu d'azote assimilable, on sait qu'on va devoir le faire, parce que ces levures-là, elles vont pas pouvoir respirer, il n'y a pas assez d'azote pour les nourrir. Et du coup, le fait d'avoir des azotes très hautes dans les mous nous permet justement de ne pas toucher les vins. Et dans une vinification justement sans ajout de quoi que ce soit, sans levurage, ça nous aide beaucoup, quoi. Ça nous aide beaucoup parce que ça nous permet justement de maîtriser la fermentation au lieu de la subir. C'est-à-dire de devoir toucher, extraire, colorer, etc. Voilà. Mais après, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais vraiment, ça a été un point pour nous qui a fait vraiment changer les choses. Et aussi qui est rentré dans ce que nous, avec mon frère, on voulait faire, quoi, aussi. Hein. On voulait arrêter de toucher les vins. Voilà, on voulait arrêter on travaille par infusion, et donc du coup, on voulait arrêter tout contact avec le raisin dans la cuve. Voilà. Pas dans la vigne, mais dans la cuve, oui. Ouais. Et du coup, pour ça, il faut quand même il faut être bien armé, quoi, tout simplement. Il faut être bien équipé. Et si les raisins ne le sont pas, on sait qu'on va avoir des soucis à ce niveau-là. Voilà. Et après, d'autres questions, Ouais, l'autre question, ce serait toi. Alors, c'était l'IFV qui avait fait une étude entre enherbement et couvert végétal, et qui avait remarqué que quand il y avait un couvert végétal par rapport à l'enherbement, c'est pas par rapport à un sol nu, hein, donc c'est par rapport à l'enherbement, il y avait un peu plus d'azote dans les mous. Mais il faut revoir après et refaire, à mon avis, ces études-là. Je ne savais pas si c'était vraiment ferme ou pas. Juste en termes de destruction, mais Sébastien va pouvoir aussi compléter. En termes de destruction des couverts, en fait, il y a plusieurs méthodes. Aujourd'hui, soit il y a la méthode je mélange avec le sol, ou soit la méthode avec la photo qu'on avait montrée de Sébastien, où il déchaume et il les laisse en surface. Donc c'est vrai que ici, si vous avez de la biomasse et que vous laissez un paillage, ça garde bien plus l'humidité. Et en plus, quand on laisse ce paillage-là, il va pas, plutôt de le mélanger dans le sol, il ne va pas consommer de l'azote. Donc, par contre, ça veut dire que ça nécessite qu'il faut une surface suffisamment élevée, féverole, avec de la féverole et des crucifères et un peu de graminées, ça permet de coucher, surtout féverole, ça couche plus facilement. Donc en fait, c'est vrai que si on peut pailler et laisser un peu de surface de biomasse, ça veut dire qu'après, ça protège le sol et ça garde l'humidité en cassant ce couvert. D'accord ? Sinon, il y a d'autres personnes qui peuvent passer, dès qu'il y a un mélange de céréales, c'est difficilement couchable parce qu'à un moment donné, il faut le laisser trop pousser jusqu'au mois de mai. Donc dès qu'il y a un mélange de céréales pour structurer son sol, il y a certains qui vont faire avec le rotovator. Mais par contre, on le fait plus tôt. Et ensuite, il y a quand il y a un mélange qui est développé, on peut broyer et déchaumer. Mais c'est vrai que moi, j'étais surprise hier chez Sébastien où c'était vraiment joli. Et c'est vrai que en vigne, son déchaumeur, en fait, c'est un déchaumeur léger parce qu'on en discutait. Et ce que je comprenais pas, c'est que tu dois passer au déchaumeur. Et en fait, tout son paillage était dessus. Quand en grande culture, il y a un déchaumeur, le déchaumeur est lourd et on casse et ça mélange bien plus le sol. Donc en fait, son travail de déchaumeur, c'était comme un mini roulage, mais qui a mieux cassé. Parce que normalement, quand on roule, on ne casse pas les céréales. Donc son déchaumeur tout léger a permis de quand même casser les céréales et de coucher cette paille. Juste un détail aussi, c'est que l'hiver, on a les moutons, le berger du village d'à côté qui vient. Et en fait, les moutons, ils ne mangent pas de féverole. Donc ça permet justement à la féverole de pousser. Ils mangent en général. Le seigle forestier qu'on met, c'est un seigle forestier qui monte très tardivement. Et du coup, il n'est pas encore très développé. Ils ne font que
que le brouter légèrement. Par contre, il y a un peu plus d'avoine qui est beaucoup plus difficile justement à coucher parce que ça se couche pas, c'est impossible quoi de rouler de l'avoine, il va pas, ça va rien lui faire. Et du coup, l'avoine, lui, il est bien bouffé et on arrive au mois de mars à avril à de la fève, ça permet à la fèverolle de bien monter, au seigle de bien monter, puis le radis, ils n'en mangent pas, et la moutarde, elle le touche à peine. Et du coup, d'avoir quand même des variétés qui se couchent assez facilement, quoi. Et ça y joue beaucoup, parce que si on met beaucoup d'avoine dans un mélange, si on veut justement le coucher, le rouler, on va avoir du mal, hein. Franchement, voilà. Après, c'est très technique, mais on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Mais c'est des pourcentages, enfin, c'est des doses de mélange qu'on peut faire. Et sur ces doses de mélange, chacun, après, justement, joue sur ces mélanges, quoi. Voilà. Oui, une petite question. Je voudrais profiter de la présence de nos amis viticulteurs pour avoir une réponse sur la valorisation des sarments. Parce que donc la vigne nous produit des sarments. Donc normalement, on va devoir nourrir la terre après pour pouvoir reproduire des sarments. Et je trouve toujours dommage de voir qu'on brûle encore pas mal de sarments. Donc je voulais savoir s'il y avait une autre filière Non, de alors valorisation. moi je dis souvent que à ce niveau-là, en viticulture, moi je fais de l'import-export. Donc j'exporte des raisins, mais j'essaie d'importer en échange un maximum de choses à la vigne. Donc les sarments, ils sont broyés directement sur place. Voilà. Un rang sur 2. Des fois c'est un rang sur 3 parce que quand il n'y en a pas beaucoup, on essaie d'avoir quand même une dose, mais ils ne sont pas brûlés. Ouais. Après, brûlés, bon, hein, il y a quand même des grillades aussi, voilà. Oui, donc, à part les grillades, bien sûr, mais je veux mais dire, on en voilà, fait donc beaucoup, apparemment, hein. il y a des Non, voilà, ils il y a sont, certains viticulteurs